M. Langelier ne l'a donc pas perturbé dans cette activité de tabagisme, mais il a déplacé le vélo. Le vélo va tomber, Madame Minguet va être blessée à la cheville. Et que fait M. Langelier lorsqu'il arrive des collègues de Madame Minguet? Il s'aperçoit que Madame Minguet, au moment de sa pause, est sortie avec des produits qu'elle a achetés au supermarché. Il voit cette femme qui est blessée. Il voit cette femme qui crie, qui est sous le choc. Vous savez ce qu'il fait, M. Langelier? Il demande au vigile de contrôler le ticket de caisse. Ça, c'est de la relation sociale. Vous l'aurez compris, Madame Minguet, forte de ce mandat virtuel de représentante d'une section syndicale, eh bien, se sentait en réalité dotée d'une immunité. La direction ne l'a pas entendu ainsi. Elle l'a sanctionné comme elle a sanctionné d'autres salariés qui avaient des comportements similaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bien. Écoutez, les débats sont clos et la mise à disposition aura lieu le 2 octobre. Chantal est sortie sonner. Après 4 mois d'attente, la mise en départage du dossier et une nouvelle audience, le prononcé tombe enfin. 2 ans et demi après le début de l'affaire, le licenciement est jugé nul et non avenu, et le supermarché condamné pour discrimination syndicale. La direction a fait appel. Le jugement est attendu courant 2010. Corinne et Marie-Hélène sortent partiellement gagnantes. Leur licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La direction doit les indemniser. Magali, elle, a obtenu le statut de travailleuse handicapée. Elle est maintenant standardiste. Seule Kim est déboutée. Elle avait signé une lettre de démission qui lui a été fatale. Elle est aujourd'hui buraliste dans le 13e. Les 5 caissières, les 2 cadres supérieurs, sont comme des centaines de milliers d'autres salariés, renvoyés à eux-mêmes. Chacun est réduit au traitement médical et judiciaire de son affaire, sans que, jamais, les méthodes de management et les organisations du travail ne soient remises en cause. Comment réagissez-vous? Voilà comment la souffrance au travail s'étend, au point de devenir un énorme enjeu de santé publique. Dans certaines grandes entreprises, les instances paritaires, comme ici le comité hygiène et sécurité d'EDF, organisent des colloques pour tenter de faire évoluer les choses. Il y a un mort d'homme. Je suis en bout de chaîne, je suis une assistante. Donc quand vous parlez de la souffrance des managers, je peux vous dire qu'ils font une chose et très bien, c'est qu'ils la reversent sur leurs assistantes, sur les fonctions support. Nous ne sommes plus des assistantes, nous sommes des fonctions. Des cadences de travail infernales, des évaluations à tout bout de champ, complètement illogiques, complètement subjectives, indépendantes du travail réalisé, des journées à rallonge à ne pas en finir, mais jamais de paiement des heures supplémentaires, travail le dimanche non déclaré, et surtout harcèlement, donc ou souffrant en situation de stress qui fait partie du management, donc incontournable. Comment agir sur le management et est-ce qu'il y a des exemples réussis d'actions spécifiques auprès du management pour inverser un peu cette tendance? Toute la chaîne hiérarchique est impliquée, il n'y a pas des mauvais managers, des bons managers, etc. C'est l'organisation du travail qui est à mettre en cause et c'est l'organisation du travail, à mon avis, qu'il faut changer. À l'hôpital de Nanterre, Marie Peset reçoit des étudiants en gestion d'entreprise de l'université de Namur, en Belgique. Ces futurs managers se retrouvent, pour une journée, confrontés aux patients de la consultation souffrance et travail. Des années, on refait doublement le travail. En fait, je travaillais la nuit et le jour. Et je faisais même des cauchemars. Ça commence à atteindre le moral aussi. Imaginez cette souffrance. Comme ça, quand vous voyez les gens, quand ils sont malades, ils sont enrhumés, ils sont malades, ils sont à plat, mais ils ne veulent pas s'arrêter parce que c'est devenu un rythme. Je suis devenue une machine, moi aussi, à force de courir derrière la machine, voilà. Donc on va essayer de faire un tour, si vous le voulez bien, pour savoir un peu ce qui vous reste. Le pire, si je puis dire, c'est que nous, on nous apprend à faire justement qu'il soit comme ça. Et à produire le maximum avec un minimum de coûts, etc. On nous apprend en fait, comme beaucoup ont dit, on se sent seul. Mais moi, j'ai vu beaucoup de théories là-dessus pour ma mémoire. Comment faire justement pour faire que les gens soient seuls.
Et c'est ça qui est encore plus marquant, quoi. On voit qu'il y a énormément de littérature là-dessus pour montrer comment vous devez faire pour que justement il n'y ait aucune envie de révolte vis-à-vis de la société et donc que vous vous retrouviez seul et qu'en fait à la fin ce soit vous-même qui craquiez et que vous ne preniez jamais conscience que c'est à cause de la société, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça qui apporte le plus, quoi. Quelle autre organisation du travail substituer à celle qui est en place, hein? Parce qu'on voit bien comment finalement les managers, les DRH adhèrent à ces modèles organisationnels où la pression morale est devenue un moyen d'intensifier la productivité. Vous savez, quand vous êtes par exemple femme seule avec des enfants, vous allez subir beaucoup. Donc les leviers de soumission se sont vraiment développés. Quand vous savez qu'il y a 30 ans de chômage massif dans un pays, cela induit des conduites et de soumission et de domination. Vous pouvez toujours dire à quelqu'un qui ne se montre pas docile, la porte est ouverte, il y en a plein qui attendent dehors. Et donc cette peur qui est utilisée comme levier de pression fait que les gens acceptent de modifier leur comportement. Moi je dois dire, parce que je reçois beaucoup de gens harcelés, que je fais des expertises de harcèlement en termes juridiques, que je pose toujours la même question. Vous avez été harcelé de telle période à telle période, mais avant ça, est-ce que quelqu'un d'autre était harcelé? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et donc la question de toutes ces pathologies, la question du succès médiatique de la loi de modernisation sociale sur le harcèlement, que ce soit en France ou en Belgique, c'est la question du consentement. Pourquoi donnons-nous notre consentement à ces pratiques? Pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi travaillons-nous à notre propre destruction? Pourquoi se soumettre à cette sauvagerie ordinaire? Nous avons longtemps cherché une entreprise qui accepte qu'on l'observe. Nous la voulions normale, semblable aux autres, pour comprendre ce qui se joue au travail. Ici, à La Défense, un patron nous a donné rendez-vous un dimanche. Qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche soir au siège d'une grande boîte? 3, 4. Nous sommes les meilleurs! Détendez les muscles de vos bras. Laissez aller vos bras. Vos mains, détendez tous les muscles qui soutiennent votre cage thoracique, tout votre corps, et relâchez. Faites un mouvement de bascule avant-arrière avec vos pieds. Salut! Hey, Mr. Wu, Tu vas bien, mon ami? Ça va? La forme? Oui, et toi? Allez, c'est parti. Voilà, allez, on y va. Alors là, ça va, là. Moi, ça, c'est bien, là. Ouais, je suis bien entourée. Ouais. J'ai une équipe de champions. Alors ça, c'est le mot anglais, encore une fois, de champions. Mais ce sont vraiment des champions. Parce que, bon, là, on est un peu tendu sur le moment, mais ça s'est vraiment super bien passé. Dans la nuit, les cadres avaient réussi l'installation du nouveau logiciel de l'entreprise, sans bug apparent. Une charrette, tous ensemble. Crevés mais heureux, ils avaient le sentiment d'avoir bien bossé. Oui, mais là, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, donc... Alors, par contre, il va vous donner une heure de passage. Ouais. Je vais prendre avec vous l'empreinte dont je vous parlais pour la carte bleue. À la direction des ressources humaines, Olivier Ouzé, cadre du service des formations, organisait les séances de récupération. Moment difficile, on a besoin d'un esprit d'équipe, c'est quelque chose qu'on rencontre dans les équipes de football, dans les équipes de rugby. On va scander des slogans qui nous font du bien, d'accord? Tous ensemble, ça peut donner ceci. 3, 4. Carglass répare, Carglass remplace. Le client au volant, il est venu faire remplacer son pare-brise cassé juste avant de partir en vacances. Carglass n'est pas un petit garagiste de quartier. C'est la filiale d'un groupe mondial. 19 500 salariés qui n'ont qu'une activité, remplacer des pare-brises. Dans 28 pays, les ouvriers de l'entreprise remplacent un vitrage automobile toutes les 4 secondes.
Nous sommes dans le nec plus ultra des sociétés de services. Leader sur son marché, Carglass s'appuie sur une organisation à flux tendu, extraordinairement rentable, totalement standardisée. Au sommet de la filiale française, cet ancien directeur des ressources humaines, aujourd'hui directeur général, Éric Girard. Moi, mon rêve, c'est lorsque je discute avec des amis, ou que des amis discutent entre eux, quand ils parlent de service, que l'un dit par exemple « j'ai été servi par telle entreprise, c'était absolument brillant », que son interlocuteur, son ami lui dise « ah oui, mais non, si tu avais été chez Carglass, tu aurais vu à quel point le service est exceptionnel ». La direction siège au sommet. Un étage en dessous, au deuxième, les cadres, qui organisent, supervisent, améliorent en permanence l'efficacité de la machine. Au premier, les employés, ceux qui réceptionnent les clients. Des milliers d'automobilistes au téléphone, énervés face à leur voiture cassée, à la recherche d'un garage en urgence. Le call center est le centre névralgique de l'entreprise. Je vais prendre le numéro de série du véhicule qui est sur la carte grise, c'est quelle marque votre voiture? Les téléopérateurs ont 8 minutes pour trouver une solution. Un rendez-vous dans les 48 heures dans un centre de réparation qui dispose du bon pare-brise parmi les 200 000 référencés. Carglass a ouvert 220 centres de réparation dans toute la France. Des ateliers stratégiquement implantés, là où le maximum de clients peuvent converger. À la périphérie des agglomérations, entre les centres-villes et les grands axes routiers. Donc monsieur, mes collègues interviendront donc cet après-midi entre 14h et 18h à 24 avenue des Morillons à la société Isopar pour la Citroën C3 déflecteur avant droit. Merci monsieur Martin, votre confiance, au revoir. Vous avez vu, ici c'est quasiment tout rempli, hein, tout le monde est là. Et à Poitiers aussi, donc on doit avoir pas loin de 200 personnes connectées sur le système actuellement. Bonjour. Pour traiter 7000 appels, un lundi généralement sur la journée, on a 180 personnes. Si nos salariés ne sont pas dans un environnement qui les mette dans les meilleures conditions, comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. Première étape, c'est la motivation. Il faut les motiver, il faut que l'équipe soit motivée. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans le travail, c'est qu'on a des challenges. A priori, c'est Franck. Et lui, il se dit être le meilleur chargé de clientèle. C'est Anthony, un technicien. Et pareil, en fait, là, c'est un challenge pour élire le meilleur chargé d'assistance et le meilleur technicien. Pareil, ils sont quelques-uns à concourir pour avoir de très jolis lots. Ça motive tout le monde, je pense, hein, avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. C'est comme ça qu'on les rend performants. Les primes des chargés d'assistance dépendent en grande partie de leur capacité à capturer ce client. Le client m'appelle, j'ai un bris de glace, je suis capable de lui planifier un rendez-vous et ce rendez-vous est facturé. Merci à vous et bonne journée, au revoir. C'est ça pour nous le plus important puisque c'est le cœur du business. Donc comme vous voyez, ici je vois tous les chargés d'assistance. Donc là, je sais s'ils sont en ligne, s'ils sont pas en ligne. Vous voyez, c'est représenté par des petits téléphones. Donc de couleur verte, c'est quand ils sont en ligne. De couleur rose, c'est quand ils sont pas en ligne. Donc depuis que moi je suis coordinateur plateau, j'ai inventé un système de pause. En fait, les chargés appuient sur un bouton pour faire leur demande et puis automatiquement, moi ça me l'affiche et puis après je peux valider. Donc ça, c'est valable sur les deux plateformes. C'est-à-dire que là, j'ai les chargés de Courbevoie et je peux avoir aussi les chargés de Poitiers. Donc je peux aussi attribuer les pauses aux chargés de Poitiers à distance. Donc là, il y a le petit récapitulatif qui me dit combien de temps donc ils ont pris leur pause. Ça, le cumul du temps de pause. Donc c'est 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, donc il ne doit pas dépasser 30 minutes. Et puis après, il m'indique à quelle heure exactement il a pris sa pause, la durée de la première, la durée de la deuxième, à quelle heure il me l'a demandé et à quelle heure moi je lui ai accordé. Donc là, vous voyez sur Courbevoie, voici les abus. Donc là, on en avait 6. J'ai marque de flair en Normandie. C'est en rentrant dans l'entreprise, je me suis fait des nouveaux amis comme je connaissais personne, quoi. Et donc on est content de venir travailler aussi pour voir ses amis, prendre de ses nouvelles et tout ça, quoi, parler avec eux, quoi. Pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils aient des patrons qui les écoutent, qui les respectent, qui leur donnent une vision. Il faut qu'ils sachent où ils vont aller. Il faut un patron qui soit capable de les comprendre, qui soit capable de les développer, qui soit capable de les pousser,
qui soit capable de les coacher, c'est-à-dire de leur dire quand ça va ou quand ça va pas, et qui soit capable de faire en sorte qu'ils se développent sur leurs propres forces. En fait, c'est véritablement, entre guillemets, l'idéal vers lequel on essaye de tendre. De quelle